l'actualité de ce lundi, exploitation des rapports de la Cour des comptes, le président Macky Sall annonce la création d'une commission. Selon le chef de l'État, les dossiers qui nécessitent une suite judiciaire seront transmis aux juridictions. Vous l'entendrez dans un instant. Des poursuites, c'est ce que réclame aussi Moustapha Cissé Lo contre les personnes épinglées par la Cour des comptes. Tout le monde doit répondre selon le président sortant du Parlement de la CEDEAO. Le maire de Mbour perd son procès face à ses administrés. Fallou Sylla est coupable de faux, usage de faux et falsification de documents administratifs. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, dont 3 mois ferme et 2 millions de francs CFA d'amende. Ses avocats vont interjeter appel. Les étudiants de l'université Hassan Sek dans la rue, ils fustigent une précarité scolaire. Selon eux, l'établissement a accueilli 3446 nouveaux bacheliers alors que les conditions d'études sont loin, très loin de la norme requise. Mais d'abord, cette découverte macabre à Enampor, c'est dans le sud. Un homme a été retrouvé mort dans un camion citerne. Selon les témoignages, le défunt était tout simplement le chauffeur du véhicule. Les faits se sont déroulés au sein du site de vidange de la commune de Enampor. Le maire Khalifa Bassène a été parmi les premiers sur les lieux. Le chauffeur du camion bénéficiant d'un marché au Cap, au marché d'arrosage ou de vidange, est venu nettoyer son camion ici hier vers 17 h. Nettoyer le camion pour éventuellement enlever le sable. Alors, puisque c'est seulement sa famille qui savait qu'il était venu nettoyer et partir, quand le gardien est passé ce matin, il a trouvé le camion. En tout cas, constat, pour lui, le camion est tombé en panne. Il est resté pendant presque 2 heures de temps. Il a commencé à appeler le chauffeur. Le portable et du chauffeur et de l'apprenti sonne, mais il ne pouvait pas entendre parce qu'effectivement, ils étaient tous à l'intérieur. Il a ouvert donc la partie chauffeur et apprenti, il n'y avait personne. C'est là qu'il a commencé à paniquer, il m'a appelé, il a appelé les autres collègues chauffeurs. Voilà, donc moi j'ai appelé aussi toute la gendarmerie. Comme nous l'avons tous constaté, ils sont à l'intérieur. Alors que pour nettoyer le camion, il fallait l'ouvrir de l'autre côté. Il n'avait pas besoin de passer là. Il y avait 2 personnes, le chauffeur et son apprenti. Et l'apprenti, on a pu le sortir. En tout cas, là où nous parlons, il respire encore, il est à l'hôpital régional. Sa parole était attendue depuis la publication des derniers rapports de la Cour des comptes. Macky Sall annonce la création d'une commission pour mieux exploiter les documents désormais. Vous le savez, ces rapports révèlent des manquements et entorses au code du marché. Le chef de l'État promet des suites judiciaires à certains dossiers. Voici le président de la République. Il est à noter des manquements au respect sur les procédures, des entorses au code des marchés et surtout il a été noté aussi des recommandations pour corriger souvent des erreurs de procédure ou des actes non conformes et cela se traduit souvent par la saisine de la Chambre de discipline financière et je dois vous dire que beaucoup de managers en réalité sont attraits devant cette chambre, peut-être qu'elle ne fait pas l'objet de publicité et c'est tant mieux ainsi, mais des sanctions réellement pécuniaires sont faites et les sanctions qui nécessitent que la justice se prononce, évidemment, seront toujours transmises. Donc voilà la bonne lecture qu'il faut avoir, c'est moins ce qui se penche dans la presse comme ça, que les mesures qui ont été préconisées par nous-mêmes pour que justement les deniers publics soient gérés de la meilleure des façons qu'il soit. Et nous allons donc poursuivre ce travail. Tout le monde doit rendre compte de sa gestion de la chose publique. Selon Moustapha Cissé Lo, au moment de quitter le Parlement de la CEDEAO, l'homme se glorifie de sa gestion, 0 faute selon lui. Vous avez vu, il y a des rapports qui ont épinglé des directeurs. Ces directeurs doivent rendre compte, quoi qu'il advienne. Moi, j'ai commandité 2 audits. L'autre audit, ce n'était pas moi, c'est
les chefs d'État qui ont commandité une audit de notre institution, le Parlement, et des conclusions ont été rendues en 2018. En 2018, il y avait les conclusions de cette audit. Il y a une seconde audit externe qui avait été lancée par moi-même et le bureau, et il y a des conclusions. Mais nous avons été partout félicités de la bonne gouvernance. C'est ça la bonne gouvernance, qui est sobre, vertueuse. On ne peut pas aujourd'hui dire que Moustapha Cissé Lo a pris $1. D'autres on dit qu'ils ont pris 200 millions, 150 millions au Sénégal. Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Il faut parler de ça. Et les autres institutions, il faut que ces institutions rendent compte. Quand on gère l'argent public, on doit rendre compte. C'est ça la vérité. Moustapha Cissé Lo, président sortant du Parlement de la CEDEAO, cet après-midi à l'hémicycle, et retenez justement que l'Assemblée nationale a élu les 6 représentants du Sénégal au Parlement de la CEDEAO. La nouvelle liste est constituée de 5 députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et un député du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Leur nom à retrouver sur notre site igfm.sn. Et restons toujours avec ces rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes. Alors, hormis les dossiers du COUD et de la CDC, d'autres cas méritent qu'on s'y attarde. Exemple, à l'Agence nationale d'électrification rurale pour l'exercice 2009-2014, la Cour révèle des gratifications injustifiées ou encore des cadeaux de Noël à plus de 7 millions de francs CFA. Explication à la Sanba. Rapport public 2016 de la Cour des comptes, chapitre 5, page 132. La Cour aborde les observations et recommandations formulées à l'endroit de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale pour l'exercice 2009-2014. Beaucoup d'abus notés, des corrections demandées. La Cour révèle que l'agence ne dispose pas de ressources humaines de qualité suffisante pour une correcte prise en charge de la gestion technique, des manquements dans l'exécution des programmes confiés à des acteurs autres que l'ASER. La Cour a cité l'exemple du cas des marchés de Mina Distribution Technologie SA. Des gratifications injustifiées versées au personnel, abus sur les dons et les subventions. De 2009 à 2014, c'est des millions qui ont été décaissés. 122 881 296 francs CFA en 2009 et 112 427 350 francs CFA en 2014. Des dons et subventions octroyés à des particuliers ou structures étrangères à l'ASER. Exemple, les 3 millions de francs CFA pour le gala de lutte de Mouniang Production ou les 2 millions de francs CFA de subventions des femmes de la B6. Autre abus constaté, c'est les subventions et primes accordées au personnel de l'agence. En 2014, par exemple, une nommée Fatou Sène reçoit 7 550 000 francs CFA comme cadeau de Noël. Adama Diop, 1 million de francs CFA, prime de naissance, ainsi que El Hadj Mansour Diouf. Une situation qui mérite d'être corrigée selon la Cour, d'autant plus que d'importants dépassements sont constatés chaque année sur cette ligne budgétaire. Un exemple sur tant d'autres. Dans le rapport annuel 2017, par exemple, concernant l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, la Cour demande au directeur général de rembourser la somme de 10 944 967 francs CFA, montant représentant les salaires perçus par Aïssatou Sophie Gladima Sibi de mai 2012 à mai 2013. En tant que directrice générale de l'ANSRA, elle continue à percevoir son salaire en tant qu'assistante titulaire à la faculté des sciences et techniques de l'UQAD. Mais dans le rapport public 2015, elle avait soutenu avoir envoyé un courrier au chef du département pour acheminement au rectorat. Ce n'est qu'en mai 2013 qu'elle a obtenu la cessation de paiement. Autant de dysfonctionnements, d'abus, d'incorrections notés dans les rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes. Merci Alassane. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce verdict du tribunal de grande instance de Mbour dans l'affaire de la cantinisation du jardin public. Le maire Fallou Sylla est condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois fermes et 2 millions de francs CFA d'amende. Ses avocats ont d'ores et déjà déclaré qu'ils vont interjeter appel. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye.
Après plus d'une année de va-et-vient entre le maire de Mbour et les jeunes de Mbour devant les tribunaux, le verdict est enfin tombé. Fallou Sylla condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois fermes avec une amende de 2 millions de francs CFA. Le maire de Mbour est poursuivi pour falsification de dossiers administratifs. La partie civile se réjouit. Maître Souleymane. C'est une décision de condamnation qui montre à quel point, en fait, ce qui a été érigé au niveau de l'espace public n'a pas été fait sur les bases légales et sur un fondement régulier en tant que tel. Donc, sur ce plan-là, on peut se dire que, en fait, on est très satisfait de la décision. Parce que qu'il soit mis en prison ou pas, ça ne nous intéresse pas. En fait, la réalité, c'est sur la fausseté, en fait, des documents qui ont été produits et des mentions qui ont été portées et qui ont sous-tendu l'érection de ces constructions-là au niveau de l'espace public. Sur la question de savoir si Fallou Sylla sera emprisonné dès aujourd'hui, l'avocat des jeunes de Mbour apporte des précisions. Bon, le mandat de dépôt n'a pas été décerné à l'audience, mais il appartiendra au ministère public, notamment le procureur, de procéder et d'apprécier l'exécution du dit mandat. C'est des paramètres. Le tribunal pouvait le faire d'office, bien laisser à la charge du ministère public l'appréciation à la sortie de la décision sur l'exécution de ce mandat. L'avocat du maire de Mbour n'approuve pas la décision du juge, il compte faire appel. Merci Abdourahmane. Allons maintenant dans le sud. Les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor réclament de meilleures conditions d'études. Ils ont battu le pavé pour fustiger la précarité scolaire. Le préfet de Ziguinchor a reçu le mémorandum des étudiants et promet d'en faire bon usage. Al-Gassine Diallo est leur porte-parole. Constitué de 4 unités de formation, entre parenthèses UFR, l'université Hassan Sek de Ziguinchor compte parmi les plus grandes universités du Sénégal, voire de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, malgré les efforts consentis par les différents acteurs, elle souffre de beaucoup de maux, surtout sur le plan pédagogique et social. Sans parler de ce contexte particulier de l'orientation des 3446 nouveaux bacheliers. En effet, depuis le 6 janvier, date de la rentrée, les étudiants de la licence 1 sont dans l'incapacité de commencer les cours. En ce sens, des moyens supplémentaires doivent être dégagés pour pouvoir assurer l'entretien et la rénovation des bâtiments existants. De plus, finaliser les chantiers en cours et construire de nouveaux bâtiments adaptés aux standards de technologie actuels pour les missions de recherche des étudiants et des enseignants dans le but du plan Sénégal émergent. C'est dans cette optique que la coordination des 3 UFR demande aux autorités compétentes de sortir dans les plus brefs délais tous les emplois du temps. Et pour terminer, l'interamical fustige qu'en cette année de 2020, pour un Sénégal qui est candidat à l'émergence depuis 2013, qu'on soit là aujourd'hui à parler de salles provisoires, à parler de restaurants, à parler de nourriture, au lieu de se concentrer sur les problèmes, pour parler des formations adaptées à la question du pétrole, des formations adaptées aux nouvelles ordres, à la mondialisation. Malaise à l'agence presse sénégalaise. Le Synpics dénonce le licenciement de Yaye Fatou Diagne et Fatou Diop Diagne, respectivement chefs du service commercial et du service administratif et financier. Selon ces 2 femmes, c'est à travers la radio RFM qu'elles ont appris leur licenciement. Elles annonçaient également une plainte pour violence à leur égard. Plus de détails avec Maguette Soare Diallo et Pape Sangoné Baye. Fatou Diop et Yaye Fatou Mbayang Ndiaye, 2 agents de l'agence de presse sénégalaise, 2 compagnons d'infortune. Elles font partie des victimes de la restructuration de l'agence de presse. Leur licenciement, elles l'ont su à travers la presse. Les gens vous appellent la nuit pour vous dire on a dit à la RFM que vous êtes licencié. Vraiment. Hier dimanche, moi j'étais déjà couché. Un dimanche soir, sans notification. Donc nous, on considère que cette affaire est de la pure diversion. Forcées à libérer leur bureau mercredi dernier en présence d'un huissier, elles soutiennent être victimes d'agressions physiques et verbales. On vient de subir encore une fois une nouvelle agression du directeur général parce que pas plus tard que le mercredi passé, on a été délogés de nos bureaux, on a été agressés dans nos propres lieux de travail. On a déposé une plainte par rapport à l'agression. Cette affaire suit son cours. Donc, entre-temps, il refait ça. N'empêche, ce sera une autre affaire parallèle.
on suit l'autre affaire. Et je pense que dans cette affaire d'agression, justice sera faite. Le SYNPICS est entré dans la danse pour que cette affaire soit tirée au clair, même si Bamba Kassé, le secrétaire général du SYNPICS, par ailleurs agent de la PS, est aussi suspendu. Nos tentatives de contacter la direction générale pour une autre version sont restées vaines. Merci Maguette. Parlons santé avec l'inquiétant coronavirus qui sème la terreur actuellement en Chine. Les 12 Sénégalais présents à Wuhan ne seront pas rapatriés. Le Sénégal n'a pas les moyens, selon le président de la République Macky Sall. Des propos qui font bondir le président des étudiants sénégalais en Chine. Voyons tout cela avec Chérif Dia. Les étudiants sénégalais vivant à Wuhan, épicentre du coronavirus, devront encore attendre. Le rapatriement n'est pas encore à l'ordre du jour, selon le président de la République, qui invoque un problème matériel. La question du rapatriement a été posée, elle n'est pas simple. Même les grands pays qui ont pu faire des rapatriements l'ont fait avec beaucoup de difficultés. Et cela demande et requiert une logistique tout à fait hors de portée du Sénégal, puisqu'il faut des avions spéciaux qui puissent aller sur place, il faut du personnel, qui ne sont pas des compagnies aériennes, du personnel militaire, il faut énormément de conditions. Et lorsque ces personnes reviennent aussi, il faut pouvoir les mettre en quarantaine dans un lieu qui est donc équipé en conséquence, ce qui n'est pas le cas pour le moment de notre pays et des pays africains. Le président des étudiants sénégalais en Chine ne cache pas sa déception suite à la sortie du chef de l'État. Nous avons écouté la sortie du président et vraiment nous ne nous attendions pas à cela. Et nous espérons fortement qu'il change d'avis et que nos citoyens soient rapatriés. Parce que nous parlons de vies humaines et tous les moyens doivent être mobilisés à notre avis, pour que ces gens-là soient rapatriés. C'est la responsabilité quand même de l'État de prendre en charge ces citoyens qui ne se sentent pas en sécurité. Pour Bekay Sissoko Ndiaye, le rapatriement de ses camarades vivant à Wuhan est une urgence, car ils sont déjà habités par un sentiment de peur et d'insécurité. Nos concitoyens qui sont à Wuhan vivent des moments assez traumatisants et difficile également, et eux ils vivent cette situation avec naturellement une peur qui est constante et ils ne veulent que sortir de là-bas. C'est pourquoi nous voulons qu'ils soient rapatriés le plus vite possible. Le nouveau bilan lié au coronavirus fait état de 361 morts. Plusieurs pays ont déjà procédé au rapatriement de leurs ressortissants. C'est le cas du Maroc, où 167 passagers sont arrivés de Wuhan hier. Merci Chérif. Venons-en maintenant à l'arrêt de l'exportation d'arachide. Pour certains producteurs, eh bien, c'est un peu trop tard vu qu'il n'y aurait presque plus de graines disponibles actuellement. Pour le Comité national de suivi de la campagne arachidière, la mesure est salutaire et que rien n'est perdu. Actuellement, sur 1 400 000 tonnes, les 400 000 seulement sont exportés. Maïmouna Ndiaye, Pape Sangouni Mbaye. L'élément n'est pas disponible. Nous allons revenir sur ce sujet dans un instant. En tout cas, retenez que le directeur général de la Sonacos abonde dans le même sens du comité. Modou Diagne Fada se félicite même du taux d'exportation historique. Selon lui, il était lui aussi en tournée à Ziguinchor. Nous l'écoutons si l'élément est disponible. C'est vrai, il faut s'en féliciter cette année. Le gouvernement, l'État du Sénégal a atteint un record de 400 000 tonnes de graines coques, équivalent à peu près à 200 000 tonnes de graines décortiquées pour ce qui concerne les exportations, ce qui est un record absolu et le gouvernement mérite des félicitations. Il mérite aussi des félicitations pour avoir compris que l'approvisionnement des huiliers en matière première, la reconstitution du capital semencier était aussi nécessaire que les exportations.
Et je crois que la démarche du gouvernement, c'est de montrer qu'il suivait la campagne, qu'il posait ses yeux sur les deux curseurs, celui des exportations et celui de l'approvisionnement des huiliers en matières premières et de la reconstruction du capital semencier. Maintenant que les exportations ont atteint ce niveau-là, il était important qu'on puisse les geler, les suspendre, et pour permettre à la Sonacos aussi de disposer de la matière première. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la mesure est pertinente et nous la saluons et nous l'approuvons. Des exportations raisonnables, donc selon Modou Diagne Fada. Et puis je vous le disais tout de suite, pour certains producteurs, c'est un peu trop tard vu qu'il n'y aurait presque plus de graines disponibles, alors que pour le Comité national de suivi de la campagne arachidière, la mesure est salutaire et que rien n'est perdu. Sur 1 400 000 tonnes, les 400 000 seulement ont été exportés. Voyons tout cela avec Maimouna Ndiaye et Pape Sangone Mbaye. 400 000 tonnes, le volume des exportations pour cette campagne arachidière, un taux suffisant pour passer à l'arrêt. Cette année, avant que la campagne ne démarre officiellement, les exportateurs ont commencé déjà à acheter. Cela a fait qu'en fait, les producteurs ont préféré, effectivement, compte tenu de ce prix plus élevé, vendre en dehors des circuits officiels, c'est-à-dire des points de collecte. Et cela a porté préjudice d'abord aux huileries et ça risque effectivement d'avoir un impact sur le capital semencier. Les producteurs agricoles du CNCR, eux, ne le voient pas de cet œil. Nous pensons que quand même qu'elle a été prise dans une moindre mesure un peu tardivement parce qu'une bonne partie des graines déjà sont exportées et que la production d'arachide n'étant pas des meilleures, et nous pensons qu'en soi, c'est une bonne chose et que si le niveau de production annoncé est là, existe, je pense qu'ils pourront se ravitailler auprès des producteurs que nous sommes pour acheter les reliquats et l'amener dans leurs usines. La question qui se pose, où sont passés les 2/3 de la production de cette année? Il n'y a plus de graines entre les mains des producteurs, mais ces graines se retrouvent entre effectivement les mains des opérateurs et quelques spéculateurs. C'est pourquoi je dis qu'en tout cas cette campagne a profité les producteurs parce qu'ils ont écoulé leurs produits à des prix vraiment très rémunérateurs. Avec les 400 000 tonnes exportées par les exportateurs, les 50 000 tonnes de réserves semences certifiées et l'achat des huiliers qui ne fait pas 10 000 tonnes, donc en principe il doit rester ces graines-là. Ces graines-là, s'ils sont entre les mains des producteurs, je pense que les huiliers pourront les acheter et les amener. Et le ministre a fait savoir aujourd'hui que la Sonacos est capable au moins d'acheter 50 000 tonnes. À noter que 5 localités sont concernées par les exportations: Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda et Diourbel. Pour l'heure, la collecte de l'arachide se poursuit dans les différents points fixés, nous dit le Comité national de suivi. Merci Maïmouna. Parlons sécurité à Kaolack. Le commissaire central tend la main aux délégués de quartier de la commune pour une meilleure gestion de la sécurité des populations de la commune de Kaolack. Le commissaire de Kaolack a fait appel aux 45 délégués de quartier. Ils sont indispensables selon le commissaire car la sécurité, c'est une affaire de tous. Voyons tout cela avec Ibrahim Adjamé et Faligaï. Entre la police et les délégués de quartier de la commune de Kaolack, le mariage est scellé, la collaboration est partie pour être solide, franche et productive. Donc nous, dans notre mission de sécurité publique, on a besoin des délégués de quartier qui sont nos premiers collaborateurs pour quand même transmettre ces informations, la sensibilisation par rapport à la sécurité, mais aussi nous transmettre tout ce qui est problème sécuritaire au niveau des quartiers, quand même qu'on puisse assurer une bonne gestion sécuritaire au niveau de la commune. Ainsi, le nouveau commissaire de Kaolack, dans le cadre de sa prise de contact avec eux, leur a tendu la main pour une meilleure gestion de la sécurité des populations compte tenu de leur rôle. Ils sont indispensables parce que tout à l'heure le préfet a eu à le rappeler. Ils ont plusieurs missions, mais ne serait-ce que dans le cadre sécuritaire, le délégué de quartier a un grand rôle à jouer. Les délégués de quartier, ce sont eux qui recensent tous les habitants de ce quartier.
Ce sont eux qui reçoivent les convocations que la police délivre. Ce sont eux aussi qui, quand même, de temps en temps, reçoivent les complaintes des populations qui ne peuvent pas de temps en temps venir à la police, et à eux aussi de venir échanger avec nous de temps en temps pour nous sensibiliser de temps en temps par rapport à certaines questions sécuritaires. Ces informations, une fois reçues par la police, nous les exploitons et de manière professionnelle, nous agissons quand même pour sécuriser les quartiers. Les délégués de quartier de leur côté, qui disent être bien sensibles aux questions liées à la sécurité, s'engagent pleinement à se mettre à la disposition du commissaire central et de ses éléments. La police a toujours été notre collaboratrice. Vraiment, on a toujours travaillé avec la police d'une parfaite intelligence. Et d'ailleurs, c'est l'endroit, c'est le lieu de les remercier infiniment, puisqu'ils nous ont toujours associés. La commune de Kaolack compte au total 45 quartiers. Le commissariat central de Kaolack, de nuit comme de jour, va désormais collaborer avec les 45 délégués pour le renforcement de la sécurité de la population. La police dans les locaux de GFM ce matin, une visite de courtoisie pour raffermir les liens entre la presse et les forces de l'ordre. Un geste vu d'un bon œil par la direction du groupe Futur Média. Aïssatou Paye et Pape Sango Dembaye. Visite de proximité, une approche pour la direction des relations publiques de la police nationale de raffermir les liens avec la presse. Pour le lieutenant Yassé Dioum, un seul objectif. Pour maintenir le contact, discuter, échanger, afin de trouver la bonne formule au bénéfice exclusif des populations sénégalaises. Monsieur le directeur général de la police nationale m'a instruit de raffermir les liens entre la presse et la police. Un nouveau concept qu'il a mis sur pied et m'a demandé d'en être le pilote, en somme. Ce qui fait qu'il me fallait venir rencontrer vos autorités, échanger avec eux. Parce que prendre une décision comme ça nécessite la collaboration de tout un chacun. Pour ce faire, des stratégies à mettre en place pour consolider les relations. Nous avons déjà une idée portant sur la mise sur pied d'un comité. Comité qui va regrouper tous les organes de presse, où nous pourrons de temps à autre nous retrouver, discuter, échanger. Nous verrons également comment faire pour que sur le terrain, l'effectivité de cette relation soit sentie, qu'elle soit vécue, que vous autres qui êtes sur le terrain sentiez que nous sommes là également pour vous, parce que vous êtes des membres à part entière du Sénégal. La direction générale du groupe Futur Média voit d'un bon œil cette visite. Les leaders cheminent ensemble et je pense que Monsieur le directeur général de la police nationale et Monsieur Dioum, son lieutenant, l'ont très bien compris. J'ai retenu de ces échanges des mots-clés, dont le renforcement de capacités, des échanges mutuellement fructueux entre la police nationale et la presse. Aussi, quelque chose qui nous interpelle tous, c'est la sécurité des journalistes sur le terrain. Autre question évoquée, les relations de travail entre la gendarmerie et la police nationale afin de garantir la sécurité des Sénégalais. L'actualité sportive à présent, pas de vainqueur entre l'AS Pékin et le Casa Sport. L'un des chocs de la 8e journée, une rencontre émaillée par des incidents. Une bagarre générale a éclaté tout juste après la fin du match. À l'origine, un pénalty accordé à l'AS Pékin dans les arrêts de jeu. Mamadou Ndiaye et Pape Sango Dembaye nous racontent tout cela. C'est un queue de poisson.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info. Aram Touré, vous recevez le rapporteur de la Cour des comptes avec Pape Djibril Fall. Merci bien, chérie.